donc cette conférence qui s'intitule « Noir, zèle, noire nouvelle » pour en finir avec les clichés sur les corbeaux. Donc, ce que je voulais vous raconter, c'est que donc les corbeaux, comme vous le savez sans doute, sont des oiseaux qui sont noirs, qui ont une mauvaise réputation depuis très longtemps. Alors l'idée c'était de voir un petit peu, parce que c'est le but de ce festival, de parler d'histoire et de parler de mythologie, de parler de légendes et voir du coup d'où venait cette mauvaise réputation et en quoi est-ce qu'elle était fondée ou non, en parlant ensuite de biologie, d'expériences qui ont été faites sur ces animaux et montrer à quel point on a eu tort jusqu'à présent de les juger de manière aussi désagréable. Donc ce que je voulais vous raconter, alors il faut que je m'en sorte avec mes petits papiers et mes notes, faire passer des images. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que selon les mythologies, comme toujours, il y a des moments où on les juge comme étant des animaux super sympas et d'autres pas du tout. Donc je voulais commencer avec nos copains nordiques. Vous avez sans doute entendu parler de Odin, qui était l'un des plus grands dieux de tout ce qui est mythologie nordique. Et en fait, Odin, qui était borgne, le pauvre, se baladait avec deux corbeaux qui s'appellent Hugin et Mugin. Alors avec une tradition plus ou moins littérale, Hugin c'est la mémoire et Mugin la mémoire et Hugin l'esprit. Et donc ces braves oiseaux étaient ses yeux, et c'est-à-dire qu'ils volaient à travers le monde et qu'ils lui rapportaient tout ce qu'ils avaient vu. Donc les corbeaux étaient source de connaissances, ils étaient alliés au pouvoir, au savoir, etc. Donc plutôt des choses positives. À côté de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les Celtes, les corbeaux étaient excessivement révérés, respectés, mais ils étaient en même temps assez associés à tout ce qui était la mort, le combat, etc., les champs de bataille, parce que les dieux celtes étaient quand même très guerriers, notamment les femmes, parce que dans la mythologie celtique, les femmes étaient donc souvent associées donc à la guerre et à la mort, donc notamment si je retrouve les noms, Badb, Maca, Nemain et Nantoswelta, qui étaient des déesses gauloises et celtes, qui étaient très portées sur la chose. Sinon aussi, le corbeau, chez les Gaulois, toujours était associé au dieu Lugh, qui était, Lugh ou Luc, je ne sais pas comment on le prononce, mais qui était le dieu principal chez les Gaulois, et qui était le symbole du soleil, qui était aussi, chez les Grecs, associé à Apollon, qui était aussi le dieu du soleil. Donc tout ça pour dire que les corbeaux, c'était plutôt badass. D'ailleurs, j'ai une petite image d'Apollon avec un corbeau. Donc vous le voyez aussi avec son rameau d'olivier. Pour revenir sur la mythologie celtique, il y a aussi quelques histoires dont moi je ne connaissais absolument pas l'existence avant de faire ces recherches. Notamment un héros qui est assez connu dans les mythologies celtiques, galloises, etc., qui s'appelle Cuchulainn, le champion d'Ulster en VO dans le texte. Et ce brave homme était donc un héros qui passait son temps à guerroyer sur les champs de bataille. Et en fait, quand il était épuisé, au bout de ses forces, il s'est attaché à une colonne et il se battait vaillamment et les corbeaux venaient se poser sur lui au moment où il rendait son dernier souffle. Donc c'est très festif tout ça. Une autre histoire qui est assez rigolote parce qu'elle a toujours des conséquences dans notre vie actuelle, ça se passe aussi en Angleterre. Et en fait, là aussi il va falloir mes petites notes parce que son nom est imprononçable. Donc j'espère qu'il n'y a pas de gallois parmi vous, personne n'en voudra. Il y avait donc un géant qui s'appelait Bendigeidfran, qui était Bran le béni. Comme vous savez peut-être, Bran, qu'on retrouve, ça veut dire corbeau en gaélique. Et en fait, ce géant en fait, était roi d'Angleterre. Et en fait, il se battait contre les méchants Irlandais. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il a vu sa dernière heure arriver, il a demandé à ce qu'on lui coupe la tête, qu'on la ramène à la tour blanche, qui est devenue la tour de Londres, qu'on l'enterre. Et du coup, comme ça, il allait protéger l'Angleterre, etc. Ce qui est marrant, c'est que ce brave homme, quand on lui coupait la tête, il continue à parler plus de 80 ans après qu'on lui ait coupé la tête, ce qui est très pratique. Et en fait, la légende est restée, et aujourd'hui, à la Tour de Londres, il y a toujours des grands corbeaux, auxquels on a rogné les ailes, parce que la légende dit que le jour où il n'y aura plus de grands corbeaux à la Tour de Londres, la monarchie s'effondrera. Donc, on s'arrange pour qu'ils aient beaucoup à manger, on leur coupe les plumes pour être sûr qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Et notamment, ce qui est assez drôle, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Tour de Londres a été bombardée, et Winston Churchill a fait ramener tout de suite des corbeaux à Tour de Londres pour que les gens paniquent pas et que tout se passe bien. Donc, il y en a qui y croient encore. Donc l'une des autres, je vais m'en sortir avec une petite note, l'une des autres fonctions du corbeau dans les mythologies, c'est souvent la notion de prophète. C'est-à-dire qu'il va annoncer les nouvelles aux humains. Et notamment dans la Grèce antique, il y a ce qu'on appelait la Pythie à Delphes, qui était donc une femme qui était plus ou moins droguée toute la journée et qui devait faire des prédictions plus ou moins obscures. Et il y a toujours une corneille ou un corbeau à côté d'elle. Donc les deux sont très liés. Et il y a donc aussi des déesses qu'on appelle les Morrigan, là aussi dans la mythologie celtique,
qui sont associées là aussi à la guerre, et elles sont capables de prédire l'issue des combats, et elles sont aussi associées au corbeau. Donc tout ça pour dire qu'on retrouve à peu près les mêmes choses ailleurs aussi, parce que c'est le cas par exemple en Afrique noire, où apparemment les corbeaux préviennent les hommes des dangers, et le corbeau est aussi le messager du dieu de la foudre et du tonnerre chez les Mayas. Donc c'est quelque chose de relativement universel. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre là-dessus? Ah oui, que l'origine de cette fonction de messager des dieux, apparemment ça serait propre à un mythe toujours avec Apollon, parce que ce cher Apollon, il enchaînait les conquêtes, et apparemment il y a une jeune fille qui lui était infidèle, qui s'appelait Coronis, et c'est le corbeau qui lui a dit que elle allait voir ailleurs. Et du coup, pour le punir, parce qu'Apollon il est sympa, il a transformé le corbeau en noir, et c'est comme ça qu'il est devenu porteur de mauvaises nouvelles. Voici. Dans d'autres légendes plus contemporaines, alors je dois vous lire les choses, attendez, j'ai pas de petites images, non. Dans quelque chose de plus contemporain, il paraîtrait que dans la légende du roi Arthur, notre bon roi Arthur de Cornouailles, apparemment quand il est mort, certaines légendes disent qu'il se serait aussi transformé en corbeau. Donc là aussi, dans des légendes plus contemporaines, le corbeau est toujours présent. Je voulais vous lire un petit passage. Puisque nous sommes dans un festival très médiéval, je me suis un peu amusée à fouiller dans ce qu'on appelle les bestiaires. Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait plein de poètes et de gens qui se sont intéressés aux différentes espèces animales. Alors c'est assez drôle parce que c'est très anthropomorphique ce qu'ils racontent en général. Donc ils prêtent des pensées, des intentions aux animaux qui ne sont pas toujours très exactes, mais qui sont assez drôles à lire. Donc, au Moyen-Âge, le corbeau, c'était très mal vu parce qu'il était noir, comme les pêcheurs. Donc leurs plumes étaient aussi noires que la noirceur de leur âme. Donc il y avait forcément des choses à se reprocher. Il était absolument interdit d'en consommer la chair, parce qu'ils étaient forcément souillés par la viande des cadavres dont ils se nourrissaient. Selon saint Augustin, le croassement, il entendait dans les croassements du corbeau, donc cras, cras, qui veut dire demain, demain. Donc pour lui, en fait, le corbeau, c'était le premier procrastineur de l'histoire, c'est-à-dire qu'il le remettait toujours au lendemain, et ça, c'était un vice totalement impardonnable. Alors sinon, outre donc cette idée d'animal associé au mal, au malin, au diable, etc. au Moyen-Âge, il y a un poète qui était très fleur bleue, qui s'appelle Richard de Fornival, qui vécut en 1201 jusqu'à 1260 à peu près, et qui a écrit ce qu'on appelle le bestiaire d'amour. Et lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que le corbeau a une image de l'amour, lui aussi, et qui est perfide et cruel. Donc je dis le petit passage, c'est assez drôle. Donc il écrivait « Le corbeau possède une autre nature qui, plus que toute autre, ressemble à la nature de l'amour. Cette nature veut que lorsqu'il trouve un homme mort, la première chose qu'il mange de lui, ce sont ses yeux. Par là, il en extrait la cervelle, et plus il y en a, plus elle en prend. Ainsi en va-t-il de l'amour. Dès la première rencontre, l'homme est pris par les yeux, et jamais l'amour ne se séparait de lui, si l'homme n'avait pas regardé la dame. » Voilà. Les choses. Oui, ça grésille. Hein. C'est mieux? Là, c'est mieux? Ça grésille plus? Bien. Et sinon, au Moyen-Âge, toujours, parce qu'ils sont quand même pas mal intéressés au corbeau, ce qu'ils disaient, c'est que le corbeau était très fier de ses plumes, même s'il était tout noir, que comme l'aigle, il s'inquiétait de la pureté de sa race. Alors, je sais pas comment ils ont trouvé ça, que le corbeau s'inquiétait de la pureté de sa race, mais voilà. Les petits naissent sans plumes et presque blancs. Du coup, les gens du Moyen-Âge disaient qu'ils ne reconnaissaient pas ses propres petits et que pendant une très longue période, ils ne les nourrissaient pas. C'est-à-dire que les bébés corbeaux, selon eux, les 5 ou 6 premiers jours de leur vie, se nourrissaient uniquement de la rosée du ciel. Les parents ne les nourrissaient pas. Et ensuite, ils racontent, c'est assez drôle, ils en gardent du reste beaucoup d'amertume et devenus adultes, ils se vengent. Quand leurs parents sont vieux et ne peuvent plus se nourrir, leurs enfants refusent de leur apporter de quoi s'alimenter et les laissent mourir de faim. Voilà. Donc du coup, c'était très mal vu, parce qu'en plus, voilà, les corbeaux devenus adultes, ils s'occupent pas de leurs parents. Des fois, ils les tuent, ils les mangent, donc parricide, cannibalisme, ça arrangeait pas leur réputation. Toujours selon donc les auteurs de bestiaires du Moyen-Âge, les corbeaux étaient donc voleurs, gloutons, parce qu'en plus, ils mangent de la nourriture empoisonnée, de la viande qui est souillée, donc c'est pas possible. Ils respectent ni le carême ni le jeûne du vendredi, ils sont même pas des corbeaux chrétiens, quelle horreur. Ensuite, ils sont hypocrites, c'est-à-dire qu'ils font semblant d'être stupides alors qu'ils sont malins. Ils font des tours aux autres animaux, aux autres hommes. Alors apparemment, selon les gens donc, de l'époque médiévale, les corbeaux n'avaient pas d'amis, sauf les renards, parce que les renards sont aussi des animaux du malin. Ils sont aussi associés au diable, donc du coup ils s'entendent bien. Mais même là, ça marche pas bien, parce que le corbeau suit les renards au-dessus, ce qui fait que les chasseurs trouvent les renards en suivant les corbeaux.
Et ce qui est assez drôle, c'est qu'apparemment le terme corbeau pour dire que c'était un dénonciateur, ça existait dès la fin du Moyen-Âge dans le langage de la vénerie, de la chasse. Parce que du coup, les corbeaux montraient la localisation du renard. Et c'est que vers le 19e siècle que ce terme-là a été adopté pour parler des lettres anonymes et de fait de dénoncer quelqu'un. Ensuite, ce qui est assez... Parce que jusqu'à présent, je parle des corbeaux, des corneilles en règle générale, mais je vous repréciserai ça à la fin, sur la partie biologique. Les corbeaux et les corneilles sont deux espèces très différentes, mais souvent, dans tout ce qui est contes et légendes, en gros, sont des gros oiseaux noirs, mais corbeaux, corneilles, on ne fait pas de différence. Sauf dans certains bestiaires médiévaux, où ils font bien distinction entre corneille et corbeau, ce qui est assez intéressant. Autant le corbeau, il a tous les mots, il est très négatif, autant la corneille est très valorisée. Selon eux, elle est bienveillante avec les autres oiseaux, notamment les cigognes. Alors, je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, mais les corneilles protègent les cigognes. Voilà. Elles nourrissent leurs bébés quand elles sont petites, et du coup, elles nourrissent aussi leurs parents devenus vieux. Donc la corneille devient le symbole de la piété filiale. Selon Thomas de Cantimpré, qui est aussi donc un poète de l'époque médiévale, 1201-1272, elle vit 9 fois autant que l'homme, soit environ 600 ans, ce qui est quand même assez balèze. Les mâles et les femelles restent fidèles, c'est vrai. Cependant, elle a deux défauts, elle est bavarde et belliqueuse. Selon eux, les corneilles ont déclaré une guerre sans merci aux chouettes, c'est-à-dire qu'apparemment, il y a une guerre chouette-corneille. La chouette vole les œufs pour les détruire en plein jour quand la chouette dort, et du coup, la chouette fait la même chose la nuit. Donc voilà, bon, si on suit leur logique, il n'y aurait ni chouette ni corneille à l'heure actuelle, mais bon, selon eux, c'est le cas. Pour revenir à d'autres illustrations, il faut que je retrouve une petite image. Donc là, on a parlé de l'époque médiévale, des mythes nordiques, etc. On a... Ah oui. On a aussi donc la Bible, où le corbeau n'est pas non plus mis à l'honneur. Donc ceci, c'est le prophète Élie. Je vais passer l'image. Dans la Bible, là aussi, c'est un peu compliqué, parce que parfois le corbeau est plutôt bien vu, pas du tout. Donc, globalement, il n'est pas bien vu du tout, parce que le corbeau, il était révéré par des peuples païens. Donc c'était pas bien vu du tout de le respecter. Dans la Genèse, quand Noé est sur son arche, apparemment, au bout d'un certain temps, il lance un corbeau pour voir si la terre réapparaît sous les flots. Donc ce qui est dit dans la Genèse, au chapitre du déluge, c'est qu'au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, et il lâcha le corbeau qui alla et vint jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Et ensuite, on n'en sait pas plus. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas gardé le corbeau? Alors il y a des versions où ensuite il a lancé la colombe, ce qui est resté un truc que tout le monde reconnaît ou non. Donc la colombe, elle est partie, elle a ramené son rameau d'olivier pour montrer que voilà, l'eau était partie et qu'il pouvait y aller. Dans certaines versions, apparemment, c'était un corbeau blanc, mais ça n'a pas été conservé. Et quoi qu'il en soit, dans la version finale, le corbeau, on ne sait pas ce qu'il devient. Il ne revient pas, il va. Du coup, ça a aussi accentué le fait que les corbeaux, c'était pas fiable, qu'ils ils n'accomplissaient pas leur mission jusqu'au bout, etc. Donc voilà. Un autre truc assez rigolo, c'est que selon Saint Golovin, apparemment, selon lui, au paradis, les corbeaux étaient multicolores, avec de belles plumes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après la chute d'Adam et Ève, ils se sont mis à manger de la chair. Et à partir de ce moment-là, Dieu les a punis et a transformé leurs plumes en noir. Donc apparemment, ça vient de là aussi. Mais donc, comme je disais avec l'image du prophète Élie, il y a quand même quelques trucs positifs dans la Bible, notamment qui disaient que c'était ces corbeaux qui avaient nourri Élie, qui était dans le désert et qui risquait de mourir de faim. Donc les corbeaux lui ont ramené de quoi manger. Et c'est un autre corbeau qui empêche à Saint Benoît de mourir empoisonné, parce que Saint Benoît, il n'était pas très cool. Apparemment, ses moines ne supportaient pas sa politique et ils voulaient l'empoisonner. Et le corbeau a piqué le morceau de thon empoisonné et lui a donc sauvé la vie. Voilà. Donc, alors, au niveau... on va faire médiéval. Vous connaissez même sans doute le roman de Renard, qui était un roman médiéval qui a eu énormément de succès. C'est d'ailleurs à ça que l'on doit aujourd'hui le nom de renard, parce que les renards auparavant s'appelaient des goupils. Et donc renard, c'était le prénom du personnage principal. Et donc les goupils sont devenus des renards tant le livre a eu de succès. Et donc ça met en scène de manière satirique des animaux qui se comportent donc comme des êtres humains. Donc il y a Isengrin le loup, Tibère le chat je crois, ou l'ours, j'ai un vieux doute. Et il y a aussi un corbeau qui fait une apparition. Alors attendez que je le retrouve. Un corbeau donc, qui s'appelle Tieslin. Et en fait l'histoire est assez drôle parce que vous la connaissez en grande partie. Ça reprend une grande partie de la fable d'Ésope sur le corbeau et le renard. Donc je vais vous le lire rapidement. Donc Tieslin s'échappe. Donc Tieslin c'est le corbeau.
et se perchent précisément au-dessus de l'endroit où se trouvait Renard. Les voilà tous deux réunis, l'un en haut et l'autre en bas, l'un dévorant et l'autre bâillant de faim. Donc le corbeau a chouré un fromage. Le fromage est un peu mou, Tieslin l'entame à grands coups de bec et savoure la partie la plus crémeuse et la plus tendre. Il mange tant et si bien qu'il ne s'aperçoit même pas qu'une miette est tombée devant Renard, à qui elle n'a pas échappé. Ce dernier lève la tête, se redresse pour mieux voir et salue Tieslin qu'il voit perché avec le bon fromage entre les pattes. Et lui dit gentiment « Par tous les saints que vois-je là ? Est-ce vous, noble ami, que l'âme de votre père repose en paix, lui qui savait si bien chanter ? On a dit maintes fois qu'il était le meilleur chanteur de France. Vous-même, vous vous exerciez lorsque vous étiez enfant. Pourriez-vous encore me chanter une petite ritournelle ?» En entendant toutes ces éloges, Tieslin ouvre le bec et lance un cri. Renard lui dit « Fort bien, vous avez fait des progrès, mais si vous vouliez, vous pourriez chanter encore plus haut. » L'autre, flatté de bien chanter, recommence à crier. « Mon Dieu, s'ébahit Renard, comme votre voix est claire et pure. Chantez donc encore une fois. » Le corbeau crie de toutes ses forces et ne s'aperçoit même pas que sa patte droite se dessert. Il tombe à terre, juste devant Renard. Le malin frémit de joie, mais il n'y touche pas. C'est Tieslin qu'il veut avoir. Ah oui, juste le fromage, chez les médiévaux, ça suffit pas. Renard fait croire à Tieslin qu'il est blessé. Donc, au nom de Dieu, se plaint-il, comme mon bonheur fut maigre en cette vie. Que faire, Sainte Marie? Ce fromage sent si fort que son odeur m'aura bientôt tué. Ce qui me gêne le plus, c'est que le fromage n'est pas conseillé pour les blessures. Ah, il futait le renard. Ah, Tieslin, par pitié, descendez, mettez fin à ce supplice. En vérité, je ne ferais pas appel à vous si je ne m'étais pas cassé la jambe dans un piège de malheur l'autre jour. Je dois maintenant me reposer, appliquer des emplâtres jusqu'à ce que je sois rétabli. Tieslin croit les larmes et les lamentations qu'il entend, il descend sans se méfier, mais ce bond risque de lui coûter la vie si Renard peut l'attraper. Tieslin n'ose plus s'approcher. Renard, voyant ses craintes, lui assure « Pour l'amour de Dieu, approchez donc. Quel mal peut vous faire un pauvre blessé ?» L'insouciant corbeau baisse la garde et s'approche sans même voir Renard bondir. L'autre, qui comptait bien attraper, le manque de peu et seules 4 plumes lui restent entre les dents. Tieslin s'envole, bouleversé. Son dévouement est bien mal récompensé. Ah mon Dieu, j'ai été bien naïf. Je ne croyais pas que je serais trompé par ce rouquin, cet éclopé, qui n'a eu de moi que 4 plumes. Qu'elle aille rôtir en enfer. C'est un fourbe et un traître, et je l'ai constaté à mes dépens. Tieslin enrage et Renard veut s'expliquer, mais l'autre l'interrompt. Tu peux garder le fromage, c'est la seule chose que tu obtiens de moi aujourd'hui. J'ai été bien imprudent de te croire en te voyant boiter. Donc une légère variation par rapport à l'histoire d'Ésope qui a été reprise par Jean de La Fontaine, où il est l'histoire d'un corbeau qui vole un fromage, et le renard qui essaie de récupérer le dit fromage. Donc, dans ce cas-là, le corbeau, au final, c'est celui qui se fait avoir, mais on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Après, donc, comme je vous le disais, il y a donc les nombreuses fables, aussi bien d'Ésope que Jean de La Fontaine. Et ce qui est marrant, c'est que là, il fait beaucoup plus la distinction entre les différentes espèces de corbeaux. Parce que, comme je vous disais, il y a la corneille, le corbeau, on y reviendra plus tard, mais il y a d'autres espèces aussi comme les choucas. Et Ésope en parle de ces 3 espèces-là. Par exemple, il y a une fable qui s'appelle Le chouca et le renard, où en fait le chouca attend que les figues mûrissent, et le renard lui dit qu'en gros, ça sert à rien d'attendre. Donc voilà. Donc, comme il dit, cette fable s'applique aux convoiteux, donc ça veut dire qu'il ne sert à rien de convoiter quelque chose sans espoir que cela aboutisse. Il y a une autre fable qui s'appelle Le chouca et les corbeaux, où cette fois on a un chouca qui quitte son groupe et qui veut aller vivre parmi les corbeaux. Et du coup, très vite, il se fait rejeter et il se retrouve tout seul. Donc là aussi, l'idée c'est de dire qu'il ne faut pas quitter un groupe dans lequel on a sa place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Le chouca et les oiseaux, où tous les oiseaux sont appelés à comparaître devant Zeus pour que ce dernier leur désigne un roi. Et comme il se rend compte de sa laideur, parce qu'il a les plumes toutes grises et toutes noires, le chouca donc, pique des plumes qu'il a empruntées à tous les autres oiseaux. Il devient alors le plus beau. Zeus s'apprête à le nommer roi, mais les autres oiseaux lui ôtent toutes les plumes volées. Il en résulte que le chouca dépouillé se retrouva chouca, et donc il ne pouvait plus faire du tout illusion. Et donc là aussi, c'est une fable pour dire qu'il ne faut pas faire de dettes, qu'il ne faut pas emprunter plein de choses aux autres, parce qu'à un moment donné où ils vont tous récupérer, on se trouve un petit peu mari. Et ensuite, il y a une dernière histoire qui est drôle, parce qu'elle rappelle celle de la mythologie que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Le corbeau et Hermès. Donc en fait, ça parle d'ingratitude, parce que donc, dans cette histoire-là, le corbeau oublie sa promesse à Apollon, qui l'a sauvé d'un piège, et pris dans un autre piège, du coup il va demander de l'aide à un autre dieu, pas fou, il demande à Hermès, qui cette fois refuse de se fier à lui, puisqu'il a déjà fait le même coup à Apollon. Et du coup, il se retrouve là aussi dans son piège. Donc il y a plusieurs fables, toujours qui mettent en place ces corvidés, donc corneille, corbeau, etc. Ah oui, je voulais vous montrer aussi une petite... J'y reviendrai plus tard. Donc j'ai une petite illustration ici. On les feuilles. C'est très très bien organisé. Alors, j'avais cette fable-là que je trouve assez rigolote, je vous en reparlerai plus tard parce que c'est une fable d'Ésope qui raconte comment un corbeau a mis des petits cailloux dans une cruche d'eau
pour avoir accès à l'eau parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau au fond. Donc pour faire monter le niveau de l'eau, ils mettaient des cailloux. Et c'est assez drôle parce qu'on s'est rendu compte que dans la vraie vie, les corbeaux le faisaient pour de vrai. Et donc il y a eu des expériences scientifiques qui ont été faites pour tester ceci. Ensuite, pour aller voir aussi chez nos voisins, ah oui, j'ai aussi quand même une petite illustration du corbeau et du renard. Je ne le connais plus par cœur, mais peut-être que vous aussi, si vous avez envie de me déclamer le corbeau et le renard, on peut réviser ensemble. Maître corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tinte à peu près ce langage. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix du haut de ces bois. Corbeau sans joie. Je bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit afin de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Après, je me souviens plus de la fin, moi. Quand on ne les reprendait plus. Exactement, donc ce cher Jean de La Fontaine. Pardon, merci pour cette collaboration. Donc une des fables les plus connues en l'occurrence. Donc ce dont je voulais parler aussi, donc ce sont des autres pays, parce que là je suis restée très européano-centrée. Donc en Europe, donc globalement, à part chez les Celtes et les Norvégiens, où le corbeau était quand même associé certes au champ de bataille, à la guerre, à la mort, mais était un animal que l'on respectait, qui était aussi source de sagesse, rapidement avec les pensées chrétiennes, c'est juste devenu un animal associé au malin et au péché. Ce n'est pas le cas en Amérique. On a vu chez certaines... alors attendez, je retrouve ma petite feuille, parce que j'ai aussi un conte à vous lire. Alors, que je retrouve la bonne feuille. Alors... Tac. Donc, dans la mythologie amérindienne, notamment, donc je vous ai imprimé une jolie image de corbeau qui vient de chez les Indiens Haïda, qui vivent sur la côte nord-ouest du Canada. Et en fait, chez les Indiens Haïda, le corbeau, en fait, c'est celui qui a apporté la lumière aux hommes, rien de plus. Donc, je vais vous raconter vite fait cette petite histoire-ci, parce que je la trouve assez rigolote, parce que c'est pas du tout les mêmes codes au niveau des contes que ce qu'on peut trouver par chez nous. Alors, c'est celle-ci. Donc, chez les Haïda, tac. Au commencement, raconte une légende Haïda, le monde était plongé dans la noirceur absolue. Le corbeau, né dans la nuit des temps, n'avait assez de marcher à tâtons et de se heurter à toute chose. Il arriva un jour au seuil de la demeure d'un vieil homme, n'ayant pour compagnie que sa fille. À force d'astuce, le corbeau avait appris que le vieillard possédait un trésor inestimable. Il détenait en effet toute la lumière de l'univers contenue dans une boîte minuscule. Pratique. Le corbeau jura sur le champ de s'emparer de la lumière. Après des heures de réflexion, il mit son plan à exécution. Il attendit que la fille du vieil homme se rende à la rivière pour y quérir de l'eau. Il se transforma alors en aiguille de pin et se glissa dans la rivière au moment même où elle y plongea son seau. En buvant de l'eau du seau, elle avala l'aiguille qui s'infiltra jusqu'au cœur de son ventre chaud. Le corbeau se transforma alors en être humain minuscule. Il y passa beaucoup de temps à dormir et à croître jusqu'au jour où il vint de nouveau au monde, mais cette fois-ci sous forme humaine. Bien que l'enfant ait une allure plutôt étrange, son grand-père l'aimait beaucoup. Il l'avait toutefois menacé d'un châtiment terrible s'il en venait à toucher au coffre au trésor. Néanmoins, l'enfant corbeau suppliait sans cesse son grand-père de lui permettre de tenir la lumière entre ses doigts, ne serait-ce que pour un bref moment. Le vieillard finit par accepter et sortit de la boîte une sphère chaude et étincelante qu'il lança à son petit-fils. Pendant que la boule traversait l'air en cette direction, l'enfant se métamorphosa en immense oiseau noir, ailes déployées et bec grand ouvert. Le corbeau attrapa la magnifique boule de lumière dans son bec. De quelques puissants coups d'aile, il monta dans la cheminée et s'enfuit dans la noirceur riche de son trésor volé. C'est ainsi que l'univers connut la lumière. Donc chez les Indiens, le corbeau est relativement créateur. Mais après, selon les tribus, le corbeau il a aussi une vision un peu ambiguë parce que c'est à la fois un animal intelligent qui peut résoudre des problèmes, mais qui aussi des fois est assez frivole et qui pose des problèmes aux autres animaux et qui se met des fois dans des situations compliquées. Donc il peut être futé, mais c'est aussi celui qui a des histoires, qui se met dans des problèmes divers et variés. Et enfin, pour conclure, en Asie, ils ont un truc assez rigolo, notamment en Chine et au Japon, si je ne me trompe pas, c'est un corbeau tripode avec 3 pattes. Parce que 3 c'est mieux. Et chez eux, donc par exemple chez les Japonais, donc ce fameux corbeau à 3 pattes s'appelle donc Yatagarasu. Et c'est un oiseau qui donc a mené un empereur d'un endroit à l'autre.
Et chez les Chinois, il y a la même histoire où là aussi, en fait, ces oiseaux en fait, étaient source de chaleur parce que c'est toujours associé au soleil. Et donc il y a un archer qui a abattu tous les oiseaux parce qu'il faisait beaucoup trop chaud et que ça risquait d'être la fin du monde. Et un seul oiseau s'est sauvé, et c'est celui qui est maintenant dans le soleil. Donc là aussi, chez les Chinois, les Japonais et dans plusieurs mythes en Asie, le corbeau est associé au soleil. Donc, au niveau de ce petit tour d'horizon des mythes fondateurs sur le corbeau, je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter. Donc après, au niveau moment pop culture, parce que c'est vrai que le corbeau, même dans nos médias actuels, il est quand même toujours assez présent. Je voulais vous parler donc un tout petit peu du Seigneur des Anneaux, parce que c'est rigolo, parce que Tolkien fait la distinction entre corbeau et corneille, et il a aussi, selon les textes qu'il a écrits, pas du tout la même signification. Par exemple, dans le lait de Léthiane, je crois que, je ne vais pas dire une bêtise, mais je crois que c'est une partie du Silmarillion. Arrêtez-moi si quelqu'un le sait. Mais les corbeaux obéissent en particulier à Drogluin, ou Drogluin, qui est un suppôt de Sauron. Donc clairement, les corbeaux sont des serviteurs du mal. Alors que dans Bilbo le Hobbit, donc, qui a été publié en 1937, les corbeaux assistent Gandalf. Donc là aussi, ils sont plutôt du bon côté. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ne prennent pas du tout part à la grande bataille dans la montagne solidaire où tout le monde se tape dessus. Les corbeaux, ils restent neutres. Et c'est assez marrant de dire qu'eux, ils refusent de se battre et ils ne désirent rien voir d'autre que la paix et la prospérité revenir dans la désolation du dragon Smaug. Et que, comme un des personnages le fait remarquer, de façon assez remarquable, nous avons ici un oiseau charognard s'opposant à la guerre. Donc bon, ça c'est beaucoup plus récent, hein, c'est les années 30, c'est contemporain, mais c'est assez marrant de voir que dans deux textes très différents, le corbeau n'a pas du tout la même vision. Pour parler un tout petit peu de Game of Thrones, du Trône de Fer, puisque c'était le titre racoleur que j'ai utilisé pour vous amener jusqu'ici, les corbeaux sont là aussi utilisés comme messagers, ce sont eux qui portent les messages, d'où le Dark Wings, Dark Words, ou Noires ailes, Noires nouvelles, c'est-à-dire que souvent on utilisait ces oiseaux noirs pour annoncer des nouvelles pas toujours très festives. Et ce qui est marrant, c'est que là aussi dans le monde du Trône de Fer, les maîtres de la citadelle utilisent des corbeaux blancs pour envoyer des messages très spécifiques qui viennent de la citadelle. Et l'un des corbeaux que l'on voit le plus, c'est celui de Géor Mormont, le commandant Mormont, qui est dans la garde de la nuit, qui a donc un corbeau qui parle. On reviendra dessus, mais c'est une vérité, les corbeaux sont capables de parler en réalité. Là, une grande partie des corvidés, donc des oiseaux de cette famille-là, sont capables de former plusieurs mots, et quand on les éduque très jeunes, ils sont capables de répéter, voire même de siffler des airs connus. Donc voilà. Sinon, j'avais un dernier clin d'œil pop culture, parce qu'au milieu de tous ces geeks, je suis sûre qu'il y a des gens qui savent parler. Je vais parler de The Crow, de James O'Barr, qui est donc un comics qui a été publié en 1981, si je ne dis pas de bêtises. Donc avec une histoire assez sombre, c'est le cas de le dire, où l'histoire c'est donc un Eric Draven, donc Draven avec Raven dedans, Raven qui est le nom anglais pour corbeau. Donc il y a un jeune guitariste de rock qui file le parfait amour et un soir donc ils vivent à Détroit tous les deux, sa chair est tendre et lui se font agresser par une bande. Et sa compagne est violée et tuée sous ses yeux, et lui-même est tué par la suite. Et l'histoire commence quand, quelques années plus tard, un corbeau se pose sur sa tombe. Il revient à la vie, et donc il va se venger de tout ça. Ça a été ensuite adapté en film, et ce qui est assez drôle, c'est que donc en 1994, par Alex Proyas, donc une adaptation de cette bande dessinée, et c'est assez tragique parce que l'acteur qui jouait le personnage principal de cette histoire, c'était donc Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, et quand même ils n'ont pas de chance dans la famille, ce brave garçon est mort pendant le tournage du film. Il y avait une scène où en fait il devait se faire tirer dessus avec des balles chargées à blanc, et en fait la balle n'était pas à blanc, et l'homme est mort pendant le tournage. Donc tout ça a un petit peu pas arrangé la situation avec les corbeaux, tout ça, comme quoi ils portaient malheur. Mais voilà, tout dernier truc que je voulais vous dire aussi là-dessus. Je sais pas si on aura le temps, j'ai pas regardé l'heure. Attendez, je vérifie juste. 13h30. Niveau timing, je suis encore bonne alors. Une toute petite anecdote que je voulais vous donner. En Angleterre, les pierres tombales, qu'on appelle tombstones, s'appellent aussi parfois les ravenstones, qui sont donc les pierres de corbeau. Donc ça pour dire que c'est toujours un peu funèbre. En revanche, et on retrouve toujours chez les Celtes quelque chose d'assez positif, il y a un proverbe gaélique qui dit « There is wisdom in a raven's head », qui veut dire « il y a de la sagesse dans la tête du corbeau ». Et encore, il y a une autre expression qui est irlandaise cette fois, qui dit « to have a raven's knowledge », qui veut dire avoir une connaissance ou un savoir de corbeau, qui là aussi montre que ce sont des animaux qui en ont dans le crâne. Alors, je ne sais pas si je vous garde ça pour la fin, etc., mais l'autre corbeau assez connu de la littérature, dont vous avez forcément entendu parler, c'est celui d'Edgar Allan Poe, The Raven, Nevermore. Ça, peut-être que vous en avez entendu un peu plus parler.
Alors, je ne sais pas si vous êtes partant, je l'ai imprimé, je peux vous le lire. Il est assez long. C'est très romantique, parce que dans le sens très sombre du terme, parce que les romantiques du 19e siècle, c'était pas des grands fanfarons lurons très festifs. Je sais pas si je vous le garde pour la fin ou pas. Parce que c'est long quand même, et je veux pas non plus que vous partiez tous en courant en disant « Oh mon dieu, elle nous lit du Edgar Allan Poe, ça va être désespérant. » Allez, je vous le garde en bonus pour la fin, soyons fous. Mais alors, avec tout ça, on a fait un long tour d'horizon de ce que les gens ont toujours pensé des corbeaux jusqu'à présent, mais qu'en est-il en vrai? Donc on va parler un petit peu plus biologie, ce qui est un peu plus mon domaine. Alors, les corbeaux. Donc comme je le disais, les corbeaux, souvent en fait... Je vais effacer ça. En fait, le problème c'est que les corbeaux, la famille des corvidés pour être exact, c'est une famille qui contient plein d'espèces. Une quarantaine en vérité. Et ce que l'on appelle corbeaux, souvent ce ne sont pas des corbeaux. Donc, je vais vous faire un bref. Donc, je vais vous montrer ces petites photos, qui sont les 4 espèces majoritaires en Europe de corvidés, qui sont tous les 4 différents, on dirait pas comme ça parce que ça reste des oiseaux noirs. Et en fait, ce qu'on appelle... Alors, je vais vous mettre les petits noms en anglais aussi, comme ça vous pourrez vous la péter le dimanche à la table. Vous aurez les noms en anglais et en français. Les corbeaux, donc ce qu'on appelle les grands corbeaux. Donc ceux qui peuplent l'imaginaire collectif parce que ce sont les plus impressionnants. Donc le grand corbeau, c'est donc Raven en anglais. C'est Corvus corax en latin. C'est un animal énorme, ça fait la taille d'un aigle. C'est donc un corbeau gigantesque qui maintenant a une aire de répartition très restreinte parce que ce sont des gros animaux qui ont été pas mal chassés, etc. et qui ne vivent plus en général que dans les Alpes. En France, vous pouvez en voir, mais c'est excessivement rarissime. Donc il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais vu de grand corbeau jusqu'à présent, sauf si vous en avez vu en zoo ou ailleurs. Ce que l'on voit très souvent, qui est intégralement noir et qui est de taille plus restreinte, parce qu'un grand corbeau, donc c'est gigantesque, ce que l'on voit plus souvent, ce sont les corneilles noires, Corvus coronae. Donc celle-ci, les corneilles, concrètement, c'est un grand corbeau miniature. D'un point de vue physique, ça se ressemble énormément. Tac. Et donc corneille, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est donc crow en anglais. Et donc ces fameuses corneilles, donc je vais vous montrer sur la petite image, elles sont juste en dessous, c'est exactement les mêmes. Ensuite, je vous donne la petite image. La troisième espèce que l'on voit d'ailleurs beaucoup plus par ici, dans cette région-là, c'est le corbeau freux. Alors ça devient un peu plus compliqué. Donc Corvus frickelligus, qui s'appelle rook en anglais. On note que les Anglais sont plus subtils que nous sur ce coup-là, ce qui est assez rare pour être souligné. Parce que nous, on appelle tout corbeau, eux, ils ont quand même un nom bien propre à chaque espèce. Et sur ma petite image que vous pouvez voir, le corbeau freux, il se repère de assez facile. Il a le tour du bec qui est apparent. On voit ses narines, ce qui est assez rare chez un oiseau. Il n'a pas de plume sur le dessus du bec, il a une espèce de trace blanche. Et enfin, le tout dernier dont je voulais parler, c'est le chouca, qui lui a pas grand-chose à voir parce qu'il est tout petit. Donc jackdaws en anglais. Et ce qui est assez drôle, c'est que toutes ces espèces-là vivent en Europe à peu près dans les mêmes zones géographiques, mais ils n'ont pas forcément le même système d'organisation sociale. Par exemple, l'une des particularités de ces oiseaux, donc les corvidés, c'est que souvent ce sont des animaux qui forment des couples fidèles à vie. C'est-à-dire que par exemple, les choucas, ils forment des couples, ils ont 4 mois et ils restent toute leur vie avec le même partenaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que notamment donc, chez les grands corbeaux, chez les choucas, en fait, les oiseaux forment des couples qui sont au sein de grands groupes, mais le couple, c'est l'unité forte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de copains, ils ont un couple, etc. Chez les corbeaux freux et les corneilles, c'est plus différent. En général, les oiseaux vivent leur vie un peu plus en solo. Ils ont toujours des groupes, mais ils sont beaucoup plus indépendants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, les corbeaux, on disait qu'ils pouvaient se nourrir de viande, mais c'est loin d'être uniquement le cas. Les corbeaux ne passent pas juste leur temps à manger les yeux des moutons morts ou des soldats tombés sur le champ de bataille. Ils se nourrissent de plein de choses, de graines, de petits insectes. Ils sont omnivores. La particularité de la famille des corvidés, c'est qu'ils sont excessivement bien adaptés. On les trouve partout au monde, sauf en Antarctique. Vous pouvez trouver des corbeaux partout. De l'Amérique du Sud à la toundra russe, en passant par l'Australie, ils sont partout. Et ça, en général, c'est un signe que ce sont des animaux qui ont une flexibilité, ils sont capables de s'adapter à des situations nouvelles, à des climats différents et à plein de choses. Ce qui nous intéresse ici tout particulièrement. Je voulais vous dire autre chose. Ah oui. Petit papier, bon ça date aussi.
où il y a un naturaliste qui s'appelle Amadon en 1944 qui définit la famille des corvidés, donc la famille des corbeaux, et qui raconte que les caractères communs de cette famille-là, c'est donc la construction de nids et le nourrissage des jeunes par les deux parents, l'incubation des œufs et la couverture des jeunes uniquement par la femelle, le transport de nourriture dans la gorge. Ils dissimulent la nourriture, on va y revenir, c'est assez important. Ils ont un régime omnivore, c'est-à-dire qu'ils mangent à peu près tout ce qu'ils trouvent, et ils ont un comportement hardi et une forte curiosité. C'est pas faux. Alors, au niveau des expériences scientifiques qui ont été réalisées ces quelques dernières années, donc, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà venus m'écouter hier, mais donc je parlais d'éthologie, qui est la science qui étudie le comportement animal. Et il s'avère que depuis une vingtaine d'années, les oiseaux ont été très longtemps donc, dénigrés, et ensuite on y est revenu en se rendant compte qu'ils pouvaient faire plein de choses très intéressantes. Et donc depuis 20-30 ans, les corbeaux sont très à la mode, comme les perroquets, parce qu'ils ont un très très gros cerveau par rapport à la taille de leur corps. Concrètement, un perroquet ou un corbeau, ils ont le même cerveau qu'un chimpanzé, si on rapporte le tout à la taille de leur corps. Donc ils savent faire plein de choses. Alors comme petites expériences, malheureusement j'ai plus de petites images, mais je peux quand même vous raconter un petit peu ce qu'on a pu tester, ce qu'on a pu trouver chez ces animaux. Alors, je vais faire un petit résumé. Une des premières expériences me fait vous parler de M. Piaget, qui parle de la permanence de l'objet. Alors ce terme barbare est en fait assez simple, je vous l'écris. Donc Piaget, pour un rapide historique, c'est un scientifique qui a surtout travaillé chez l'enfant, un psychologue français. Et en fait, lui, ce qu'il a donc découvert chez la permanence de l'objet, donc la permanence de l'objet, c'est la capacité à garder le souvenir d'objets et de personnes non visibles à un moment donné. Concrètement, si j'ai une feuille là et que je vous la planque, vous allez comprendre que la feuille est planquée derrière, ou en tout cas vous vous souvenez que j'ai utilisé cet objet-là et qu'il a été déplacé. Donc par exemple, c'est comme quand un objet passe derrière un écran, que vous ne le voyez plus, vous savez tout de même que l'objet est caché derrière l'écran. C'est pas parce que vous ne le voyez plus que vous ne comprenez plus qu'il est là. Donc il y a plein de niveaux différents dans cette permanence de l'objet. L'étape 2, c'est-à-dire que vous êtes capable de suivre un objet visible, genre coucou, hop, comme ça. L'étape 3, des objets qui sont partiellement cachés. L'étape 4, des objets totalement cachés. Et ensuite l'étape 5, c'est quand vous avez un déplacement visible ou invisible. Ce qui peut, en fait, chez l'enfant, ce sont des capacités qui n'apparaissent entre 18 mois et 2 ans. Donc c'est pas si simple de comprendre que quand un objet est caché, il est toujours là ou non. Et il s'avère que les geais et les corneilles sont capables d'atteindre ce niveau 6 de permanence de l'objet. C'est-à-dire qu'ils sont capables que quand on cache quelque chose, il y est toujours. Ce qui est très lié à une capacité donc, qui est commune à une grande partie des corvidés dont je vous ai parlé, c'est la cache de nourriture. C'est-à-dire que les corbeaux, quand ils trouvent un truc qui ne va pas pourrir tout de suite, ils essaient de trouver un petit trou tranquille et ils le cachent comme le font les écureuils, et ils y reviennent plus tard. On s'est rendu compte, on va faire un petit... On s'est rendu compte notamment chez les grands corbeaux qu'ils ne cachaient pas n'importe comment et dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire que quand vous avez un corbeau, donc comme je vous le disais, ils forment des couples qui eux-mêmes sont dans des grands groupes sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont toujours observés par un autre corbeau en général. Et on s'est rendu compte que, lors d'une expérience, que quand votre corbeau, ceci est un corbeau, quand votre corbeau, en fait, il a de la nourriture et qu'il est observé par un autre corbeau, il va aller cacher sa nourriture, par exemple, ici. Et quand ce corbeau-là n'est plus là, on s'est rendu compte qu'en général, le premier corbeau allait récupérer sa nourriture et il allait le cacher ailleurs, où il saurait qu'il ne pourrait pas être vu. Ce qui sous-entend qu'il a compris que quand il avait été observé par un autre oiseau, que cet oiseau allait être capable d'aller lui chourer sa nourriture. C'est-à-dire qu'il est capable de se mettre à la place de son congénère et de penser ce qu'il va être capable de faire ou non. Ce qui sont des capacités extrêmement élevées qu'on appelle de théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre et de savoir ce qu'il pense ou de ce qu'il veut faire. Et ça, donc, c'est quelque chose d'assez rare dans le règne animal. Je vais effacer ceci. Et il y a une variante. Donc, les corvidés, il y a plein d'espèces qui font ça. Il y a aussi le geais dont je ne vous ai pas parlé, qui est un animal qui vit dans les chênes, dans la forêt, qui n'est pas tout noir, car tous les corvidés ne sont pas tout noirs, qui lui est de couleur marron, avec de belles plumes bleu-azur dans les ailes, avec des yeux bleus. Et en fait, il y a une espèce de geais qui vit en Amérique, qui a été beaucoup étudiée, qui s'appelle les geais buissonniers, et toujours donc, par une équipe anglaise, qui s'appelle donc Emery et Clayton. Ils ont donné, alors je vais essayer de vous faire des petits dessins moches pour que vous compreniez l'expérience. Ils ont donné aux oiseaux des bacs à glaçons, vous savez, avec les petits trous là, comme ça. Pouf. Tac. Donc vous avez votre oiseau qui est là.
Et puis on lui donnait des bons verres bien juteux, et on regardait ce qu'il en faisait. Donc sachant qu'ils avaient rempli les bacs à glaçons de sable, et ils voulaient voir du coup, avec les petits verres, ce que l'oiseau allait en faire. Ils ont observé qu'en règle générale, l'oiseau, il prenait ses verres, il allait les cacher dans les trucs à glaçons. Ok. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est plusieurs variantes. Ils ont fait comment l'oiseau réagit si on en met un deuxième qui regarde ce qui se passe. Donc ce qu'il faisait, c'est que, paf, il faisait un même cas de figure, il laissait les verres, il laissait la possibilité à l'oiseau d'aller les cacher, et il mettait un écran, mais l'oiseau voyait qu'il était observé. Et ce qu'on faisait, c'est qu'en un deuxième temps, on enlevait l'oiseau, et on laissait donc l'oiseau numéro 1 revenir, et dans ce cas de figure, quand l'oiseau numéro 1 était observé, il allait recacher donc ses verres ailleurs, dans d'autres cachettes, pour être sûr qu'il ne se les faisait pas piquer. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà vu chez les corbeaux, donc rien d'extraordinaire, même si c'est quand même déjà pas mal. Ce que l'on s'est observé aussi, c'est qu'ensuite, ils ont fait varier l'identité de celui qui observe. Ils ont fait la même manip, et en fait, ils ont fait aussi varier le niveau de connaissance de celui qui cache. Ils ont testé des animaux qui étaient des vieux roublards, qui avaient déjà volé d'autres oiseaux par le passé. Ils ont fait la même expérience, ils regardaient ce qu'ils en faisaient, s'ils cachaient ou non, s'ils étaient observés. Ils cachent, et quand ils ont été observés, ils recachent ailleurs, toujours pour ne pas se faire piquer la nourriture. Et ils ont observé que quand ils testaient des jeunes oiseaux, qui étaient tout naïfs, à qui il n'était jamais rien arrivé de malheureux dans l'histoire, ils ne recachaient pas la nourriture. C'est-à-dire que quand ils n'avaient pas été voleurs eux-mêmes, ils ne pouvaient pas penser qu'un autre oiseau allait être capable de leur piquer leur nourriture, et donc tout bêtement, ils laissaient leur nourriture visible. Ce qui veut dire que selon le fait que l'oiseau soit naïf, qu'il ait déjà expérience d'avoir été voleur ou non, il n'avait pas le même comportement. Et là aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, le fait de se mettre à la place de l'autre ou non. Et c'est quelque chose de très poussé chez les animaux. Ensuite, comme autre expérience dont je voulais vous parler... Ah oui, les corbeaux de Nouvelle-Calédonie. C'est mes grands favoris, alors souvent j'en parle, beaucoup, de manière répétée. Alors là, cette fois, on quitte l'Europe. Parce que les corbeaux de Nouvelle-Calédonie, comme leur nom l'indique, sont originaires de Nouvelle-Calédonie, donc une île du Pacifique qui n'est pas si loin que ça de l'Australie. Alors. Et eux, en fait, ils sont capables d'utiliser des outils. Il faut rappeler qu'en fait, l'utilisation d'outils, jusque dans les années 60, et Madame Jane Goodall, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui travaille avec les chimpanzés en Afrique, jusque dans les années 60, on pensait que l'utilisation d'outils était propre à l'homme. Depuis des années, les scientifiques essaient de définir ce qui est propre à l'homme. Pendant longtemps, on pensait que c'était le rire, pendant longtemps, on pensait que c'était l'utilisation d'outils. Bon. Le problème, c'est que dans les années 60, donc Madame Jane Goodall, elle a vu que les chimpanzés, ils prenaient des petits bâtons, ils les mettaient dans les termitières, les termites mordaient les bâtons, et du coup, les chimpanzés mangeaient les termites, ce qui est l'utilisation d'outils. Donc on était bien embêtés, mais on s'est dit, oh bon, il n'y a que les primates qui savent le faire, les autres ne savent pas. Puis ils se sont rendus compte que les oiseaux aussi. Donc les corbeaux de Nouvelle-Calédonie, ils créent des outils, et même système, ils font plusieurs sortes d'outils, donc c'est assez développé. Ils savent faire des espèces de hameçons qui découpent en fait dans des feuilles, parce qu'il y a des espèces de feuilles comme ça avec plusieurs tiges, et les oiseaux découpent cette petite partie-là. Et donc ils utilisent les hameçons pour aller chercher les insectes dans les trous des branches. Et l'autre chose, c'est qu'ils découpent des feuilles d'un palmier qui est endémique de Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle le pandanus, et donc ils découpent des espèces d'outils comme ça en échelle. C'est très mal fait, mais voilà, vous comprenez l'idée. Et donc sur ces fameuses feuilles, il y a des tout petits crans comme ça. Et du coup, même système, quand ils les mettent dans le trou, les insectes sont harponnés par l'outil, ils les retirent et donc ils se mangent des larves bien juteuses. Et c'est assez intéressant parce que ces oiseaux-là, donc outre le fait qu'ils soient très peu à le faire, il y a en plus une transmission culturelle de ces outils. C'est-à-dire que selon l'endroit en Nouvelle-Calédonie, vous avez des familles de corbeaux qui savent faire ce type d'outil, d'autres qui savent faire celui-ci. Et ça, c'est propre qu'aux grands primates et à l'humain. La transmission culturelle, c'est-à-dire que vous avez un savoir-faire que vous allez transmettre aux individus de votre groupe social, donc le cousin, le machin, Berthe, etc., ceux qui vivent avec vous, mais aussi vos enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve que chez les grands primates et ces fameux oiseaux. Et donc, oui, les fameux outils... hier, on avait un débat sur l'inné et l'acquis, donc c'est un exemple que j'ai dit un petit peu en aparté aux gens qui étaient là. Donc l'inné et l'acquis, je vais pas forcément... sont des notions un peu désuètes qui ont été mises en avant par Konrad Lorenz, un chercheur qui était à l'apogée de sa carrière dans les années 50, 60. Et en fait, l'idée, donc, pour illustrer cette idée, donc l'inné, c'est quelque chose que vous avez en naissant. Donc ce qu'on appelle maintenant souvent des comportements qui sont transmis génétiquement.
Et l'acquis, c'est ce que vous allez apprendre au cours de votre vie, ce que l'on va vous transmettre. Et donc l'idée, c'était pour illustrer cette idée-là, c'est que par exemple, les corbeaux Nouvelle-Calédonie, on a essayé de savoir comment ils apprenaient à faire des outils. Donc on a regardé, on a pris des bébés corbeaux Nouvelle-Calédonie, on les a élevés sans que leurs parents puissent leur montrer comment faire des outils. Et ce que l'on a pu voir, c'est que un bébé corbeau Nouvelle-Calédonie, même quand personne ne lui montrait, au bout de 2 mois, il savait faire des outils tout seul. En revanche, ce qu'on a observé, c'est que quand on le laissait avec ses parents lui montraient à faire des outils, il allait plus vite et il était capable de faire les 3 types d'outils qui existent. C'est-à-dire qu'il pouvait faire des choses beaucoup plus poussées. Donc c'était pour revenir là-dessus, pour dire que ce que vous savez à la base, qui est plus ou moins codé dans votre ADN, est toujours intimement lié à ce qu'on va vous apprendre par la suite et que les interactions sociales sont très importantes. La dernière expérience dont je voulais vous parler, elle a été un peu décriée, mais elle est suffisamment intéressante pour qu'on en parle, c'est le test du miroir. C'est un test qui a été mis au point là aussi par des psychologues. Enfin, c'est pas totalement vrai, qui a d'abord été testé par un psychologue mais qui travaillait sur les grands singes. Le test du miroir, je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est que donc, vous mettez l'animal devant un miroir pour qu'il s'habitue à savoir l'utiliser, parce que quand même qu'il n'en ait pas trop peur. Vous avez votre miroir, votre animal, ouf. Donc on lui laisse un certain temps d'habituation pour qu'il comprenne que ce qu'il y a en face c'est bien son reflet et pas un autre animal. Donc souvent ce qui se passe c'est qu'au tout début il réagit comme si c'était un autre animal, il est agressif ou il essaye de jouer avec, etc. Des fois il fait ce qu'on appelle les picabous, les coucous, c'est-à-dire qu'il va essayer de voir derrière le miroir s'il n'y a pas un autre animal qui est caché là. Et une fois qu'il a compris que c'était son image, ce que l'on fait c'est le test de la tâche. C'est-à-dire qu'on va lui faire, donc ceci est une tête d'oiseau, voilà. On va lui faire une tâche par exemple ici sur la nuque, enfin, sur le poitrail, sur le cou, qu'il ne peut voir que en se servant du miroir. Et on va le mettre donc devant ce miroir. Et ce que l'on veut voir, c'est s'il va se gratter au niveau de la gorge en regardant son reflet et donc en comprenant qu'il a une tache au niveau du cou, ou s'il va piquer sur le miroir en pensant que la tache est sur le miroir. Et en fait, ce test-là, c'est un test très compliqué parce que bon, c'est quand même le miroir, c'est une utilisation, enfin c'est un outil que nous humains on utilise beaucoup, mais que les animaux n'ont pas trop l'occasion de tester dans la nature. Et en fait, les animaux qui ont passé ce test-là, vous avez les grands singes, c'est-à-dire, et encore pas tous, les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans. Vous avez les dauphins, les éléphants et la pie, qui est le seul oiseau à avoir passé le test et qui, là aussi, fait partie de la famille des corvidés. Donc ça laisse à penser que ces pies sont aussi futés et savent faire plein de choses. Donc voilà, tout ça pour dire que ces oiseaux, j'espère que j'aurais pu vous convaincre que ce n'étaient pas que des animaux qui se nourrissaient de la chair humaine et qui ravageaient les champs de bataille et qui étaient pas sympas, qui nourrissaient pas leurs petits et ce genre de choses comme vous pouvez voir à l'époque médiévale, mais ce sont des animaux donc, qui savent extrêmement bien s'adapter, qui sont très intelligents et qui peuvent trouver plein de solutions à plein de problèmes qu'ils n'avaient jamais rencontrés avant. Voilà. Oui, attends, t'as un micro. Mais ça grésille. Dans ton dernier test du miroir, est-ce qu'il y a une importance de fait que est-ce qu'il va regarder, essayer de se gratter lui-même ou est-ce qu'il va essayer de gratter le miroir pour la tâche? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux résultats ou non? Bah oui, parce que s'il gratouille le miroir, c'est qu'il n'a pas compris que c'était sur lui. Alors que s'il se gratte lui-même... oui, ok, j'avais en tête vraiment le fait qu'il le repère et qu'il sente qu'il y a un truc bizarre. Alors, c'est un détail du protocole qui est vachement important. Il ne faut pas que l'oiseau sente qu'il est marqué. Donc c'est l'un des gros problèmes de l'expérience, parce que souvent, en fait, on leur met... Enfin, pour la pie, on leur mettait une gommette. Et le problème, c'est que l'un des gros biais, c'est qu'on peut se dire, bah, l'animal le sent. Alors après, il y a plein de détails de l'expérience dans lesquels je ne suis pas rentrée, mais des fois, on leur colle une gommette exactement de la même couleur que leur plume, comme ça, ils ne peuvent pas le voir. Après, on fait des tests des fois avec certains types de peinture pour être sûr qu'ils ne puissent pas le sentir, etc., voir comment ça s'agglomère sur les plumes. Il y a plein de trucs comme ça, mais justement, ils ont testé ça et il s'avère que pour le test des pies, en fait, elles se grattaient vachement plus quand elles avaient une gommette jaune que quand elles avaient une gommette noire qui était exactement de la couleur des plumes. Donc on pouvait penser qu'en voyant la tache, elles comprenaient que c'était sur elle qu'elle grattait. Mais c'est un test qu'on n'a pas réussi à reproduire sur d'autres espèces d'oiseaux. Et donc il y a toujours ce problème de gommette et du fait qu'elle puisse sentir les plumes. Donc c'est encore un test vachement décrié qu'on essaie de reproduire mais qui est compliqué à faire. Ok. Merci. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'avec les pies que ça a marché ou qu'on n'a pas encore... Chez les oiseaux, bien sûr, mais ou qu'on n'a pas encore réussi à le mettre en place chez les autres... Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un test qui intéresse encore beaucoup les gens. Il y a pas mal d'équipes qui essaient de le faire en ce moment même. Il y a plusieurs espèces de perroquets qui ont été testés notamment. Par exemple, le Kea, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui est un perroquet vert kaki, pas très joli, qui a un bec énorme, qui vit en Nouvelle-Zélande.
Et en fait, on leur a mis des taches sur le bec à différents endroits. On a essayé de tester avec le laser, parce que le laser, du coup, on ne sent pas comme une peinture ou comme une gommette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les animaux, ils n'en avaient rien à péter. C'est-à-dire qu'ils se regardent, mais ils ne se grattent pas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ne se reconnaissent pas, ou juste qu'ils s'en fichent? C'est le gros problème. Donc l'idée, c'était de reproduire, d'essayer de faire le test avec plein de variantes chez différentes espèces et voir si ça passait. Mais jusqu'à présent, même chez les choucas, donc un autre corvidé, ça a été testé, et ça marchait pas non plus. Mais souvent, ce qui se passe, c'est ça, c'est que l'oiseau reste devant le miroir et il se gratte pas. Alors après, il peut très bien avoir vu que la tâche était sur lui, mais juste ça l'intéresse pas de l'enlever. Donc, Et j'avais juste une autre question par rapport au test d'avant sur l'utilisation d'outils. Ouais. Vous avez parlé de la transmission culturelle, c'est ça? Est-ce que ça veut dire qu'entre les différents groupes d'oiseaux de la même espèce, il y a des différences dans les techniques, dans la manière de faire? Oui, en fait, ce qui se passe, j'aurais dû vous montrer une petite carte, mais en fait, sont les zones géographiques en Nouvelle-Calédonie. Vous avez des espèces de familles d'oiseaux, parce que souvent ils marchent en famille. Je ne l'ai pas précisé, mais les corbeaux, vu qu'ils sont très futés, avec un gros cerveau, ils ont un développement lent. C'est le cas de pas mal d'animaux qui sont très intelligents, comme nous. La période juvénile est très longue, donc les parents vivent avec les petits pendant 5 à 6 ans. Donc ça fait des espèces de groupes familiaux comme ça, et il y a des espèces de communautés d'oiseaux qui ont des spécificités. Par exemple, je sais pas moi, le groupe d'oiseaux qui vit au nord-est de l'île, ils sauront faire ce type d'outils en 3 étages, mais la communauté qui vit au sud, ils auront un autre type d'outils différent. C'est ça ce qu'on appelle la culture, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment leur type d'outils propre à chaque zone et à chaque groupe familial. Et du coup... Et est-ce que ça existe par exemple pour un même outil ou quasiment le même, on va dire 2 ou 3 niveaux ou étages? Est-ce que 2 groupes d'oiseaux différents le feraient de la même manière? De la même façon. Alors ça, je ne sais plus exactement tous les détails, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que oui. Normalement, il y a certains objets qui sont plus ou moins communs à plusieurs groupes, parce que c'est l'objet entre guillemets de base. Après, chacun trouve des subtilités, arrange son truc, etc. Mais normalement, souvent, ils ont quand même un motif qui est commun à tous les groupes de corbeaux. D'autres questions? C'était clair, limpide? Bon. Bah merci alors.